Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dès l'action au Ouagadougou, au Burkina Faso, où les pourparlers entre les autorités du Mali et les groupes armés rebelles se poursuivent. L'émissaire du président de la République par intérim, Thébilène Dramé, est accompagné de quelques officiers supérieurs pour trouver un accord visant à redéployer rapidement, par la voie du dialogue, les forces armées de sécurité du Mali à Kidal. Le but est d'organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. Les discussions se poursuivent encore ce soir. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Ouaga, Ibrahim Traoré et Thédié Camara. Toujours pas d'accord final entre la délégation gouvernementale et les groupes rebelles du Nord. Les tractations se poursuivent loin des caméras et des micros entre un hôtel de la ville et le centre des conférences de Ouaga. Toute la journée, la délégation gouvernementale conduite par Thébilène Dramé a eu plusieurs tête-à-tête et quelques réunions en apartheid avec notamment la médiation burkinabé, les représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies, de la France, de la Suisse, j'en passe. Ce qui a conduit à une première réunion des experts militaires composée essentiellement d'officiers maliens, de l'AMISMA, de la MINUSMA et de l'opération Serval. Ils discutent des modalités du redéploiement rapide et sans condition de l'armée à Kidal. Les objectifs de du processus qui est en cours à Ouagadougou, c'est la restauration de la souveraineté du Mali sur la totalité du territoire national. Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté en cela. C'est ça l'engagement très ferme du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble de la nation malienne. Donc, faire en sorte que le drapeau malien flotte sur Kidal comme il flotte à Sikasso, à Nioro du Sahel et partout au Mali. À ce jour, il y a une acceptation de principe du désarmement et du cantonnement des groupes armés. Mais le projet de l'accord soumis aux différentes parties propose une amnistie aux rebelles qui ont commis des atrocités dans le nord du pays. Sur ce point, l'émissaire du président de la République par intérim précise que le gouvernement est catégorique. L'État malien n'accordera aucune prime à l'impunité, rassure Thébilène Dramé. C'est une question qui doit être réglée à un autre niveau et non au cours de ces pourparlers, ajoute-t-il. Sur demande de la délégation gouvernementale, tous les autres groupes armés du Nord ont été invités à Ouagadougou par la médiation burkinabé. Il s'agit à terme de trouver ensemble un accord global qui respecte l'unité et la souveraineté nationale, ainsi que la forme laïque et républicaine de l'État malien. Bref, à ce stade de pourparlers, les violences s'accordent progressivement et les uns et les autres s'attendent à un document final qui sera accepté par tous les Maliens. Et dans l'actualité politique ce soir, nous ouvrons notre page élection par la signature hier de ce protocole d'accord politique entre l'Union pour la République et la démocratie URD et le Parti socialiste Yélin Koura est mise en œuvre pour participer aux élections législatives et présidentielles. Cette alliance, appréciée par les militants des deux partis politiques, vise essentiellement à soutenir Soumaïla Cissé au premier tour de l'élection présidentielle de juillet prochain. Plusieurs députés et autres personnalités ont assisté à cette cérémonie de signature jugée historique par les présidents des deux partis signataires, Younousi Touré et Amadou Koïta, le compte-rendu de Mahamadou Doubia. L'Union pour la République et la démocratie URD et le Parti socialiste Yélin Koura viennent de signer un protocole d'accord politique pour bien préparer les élections présidentielles et législatives du juillet prochain. L'Union fait la force. En politique, l'avenir appartient aux grands ensembles politiques cohérents avec des objectifs bien précis, a rappelé en substance le président du parti URD, Younousi Touré. Mon parti est très heureux de cette alliance. Je suis persuadé que chacun de nous mesure à sa juste valeur l'importance de l'acte que nous allons tout à l'heure poser. Nous le percevrons, quant à nous, comme une des voies les plus pertinentes du développement de notre pays. Fortement impliqué dans la politique, quoique président des jeunes partis, le président du Parti socialiste Yélin Koura, Amadou Koïta, se dit confiant en l'avenir. Et pour les élections présidentielles au premier tour, son parti soutiendra Soumaïla Cissé. Nous sortons certes d'une longue période de crise, une crise qui a épuisé les Maliens et qui a durement éprouvé beaucoup d'entre nous.
Mais l'espoir de nous en sortir, Monsieur le Président, bientôt est réel grâce à cette alliance qui doit constituer un motif de sursaut collectif et déterminé pour nos militantes et militants à travers tout le pays, afin d'assurer une victoire certaine à notre candidat, M. Soumaïla Cissé. Le protocole d'accord politique signé entre l'URD et le Parti socialiste Yélen-Croix prend en compte des idéaux tels l'intégration sous-régionale et régionale, la mise en œuvre de programmes cohérents pour le développement et le bonheur de l'humanité. Une fois encore, le président de l'URD, Younoussou Touré, a rappelé que son parti reste ouvert à tous. Il a aussi demandé à tous les militants des deux partis de retirer leur carte Nina, condition incontournable pour participer aux élections présidentielles et législatives de juillet prochain. Les jeunes du Parti Rassemblement pour le Mali, RPM, veulent mobiliser 600 000 voix pour leur candidat aux élections présidentielles prévues pour fin juin. Le Bureau national de l'Union des jeunes a rencontré cet après-midi les sections des différentes communes du district de Bamako. C'était pour les informer des enjeux de ces échéances et de l'importance de la carte Nina. Il s'agissait aussi pour les initiateurs de revoir leurs troupes pour mieux aborder les futures élections à Ramata Konaté. Au Bureau national des jeunes du Parti Rassemblement pour le Mali, RPM, l'heure est à la revue des troupes et à la préparation des militants pour les élections à venir. Plusieurs sujets ont été abordés, parmi lesquels le fichier biométrique et la carte Nina. Tous les papiers que vous souhaiterez confectionner, en tout cas par rapport à l'état civil, va demander forcément votre numéro d'identification nationale. C'est-à-dire après, vous n'aurez aucun papier administratif si vous n'avez pas ce numéro d'identification nationale. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et ces cartes-là, il faut les garder. D'abord bien les garder d'ici les élections et au-delà des élections. À en croire le président Tembiné, la formation politique RPM compte près de 500 comités de jeunes à travers le district de Bamako. Ces jeunes entendent mobiliser 600 000 voix pour leurs candidats aux prochaines élections présidentielles. C'est pourquoi il est important d'expliquer aux militants les enjeux de ces échéances. Les élections de 2013, parce qu'il y a l'élection présidentielle, ensuite les élections législatives, se tiennent dans, en tout cas, un contexte un peu particulier. Et par rapport à ça, il y a d'abord le fait que c'est la première fois qu'on va voter avec le fichier biométrique. Il faut aussi s'assurer que les différents secrétaires généraux ont la maîtrise, en tout cas, de ce fichier-là. D'abord, il y a la crise que nous avons connue même. Donc, ce n'est pas une élection comme les autres. Il y a en dehors de ça le fait que c'est l'hivernage. Il y a aussi le fait que ça coïncide au mois de carême. Je pense que ce sont autant de facteurs qu'il faut intégrer, en tout cas dans notre stratégie de mobilisation. Et également, nous nous sommes dit que c'est extrêmement important de s'organiser par rapport à la sécurisation aussi, en tout cas des votes. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre, les crises sécuritaires et politiques ainsi que leurs conséquences sur les populations. En 6e région, les femmes du Gundam invitent à la mobilisation autour des élections présidentielles. Le maire, en compagnie des femmes leaders, a réuni les différentes associations et groupements féminins afin de les entretenir sur la participation des femmes au scrutin. Parmi les sujets abordés, le retrait de la carte Nina et les questions liées à la liste électorale. Nous écoutons le maire Sek Omoussal, est au micro de nos correspondants sur place, Shérif Moulay et Adama Djinde. Les femmes de Gundam ont l'habitude de voter, donc elles maîtrisent le système électoral. Et encore aujourd'hui, je leur dirais, je serai avec elles pour qu'elles soient bien mobilisées et qu'elles sortent le jour des élections. Mais ce que je leur dis et que j'ai l'habitude de leur dire, c'est de faire le bon choix. Ça, cela est très important. Les femmes de Gundam ne suivent pas parce que c'est un parti qui donne des ordres ou c'est... Non, on tient compte du programme, du candidat, de ce qu'il prévoit faire pour les femmes au Mali, mais aussi au niveau de la commune urbaine de Gundam. Cela est très important parce que les femmes sont les plus nombreuses. Aujourd'hui, à l'étape actuelle des choses par rapport à la révision des listes électorales ou encore à la remise des cartes Nina, quel peut être le rôle de la femme? C'est non seulement de sortir elle d'abord pour retirer les cartes Nina. Quand les cartes seront là, le préfet me dit que bientôt les cartes seront là, mais aussi le jour du vote, sortir tôt pour aller voter. Mais avant cela,
ces femmes-là vont toujours, comme elles l'ont toujours fait, elles vont mobiliser leurs maris et leurs enfants pour qu'ils soient aussi au point de rendez-vous. Il y a des femmes bien préparées, elles vont accompagner ceux qui n'ont pas d'expérience. Les responsables du parti politique Synergie des initiatives pour la renaissance africaine SIRA étaient à Kita, motif de la visite, entrer en contact avec les populations afin d'échanger avec elles sur les préoccupations liées au développement local. Cette rencontre a permis aux responsables du parti SIRA de mettre la lumière sur les idéologies du parti à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Ayant massivement effectué les déplacements, les habitants du cercle de Kita ont échangé pendant plus de 2 heures avec les visiteurs du jour. Et c'est la fin de notre page élection de ce soir. Nous repartons pour le nord du pays, où vient de séjourner le ministre français délégué chargé du développement. Là-bas, Pascal Canfin n'est pas venu les mains vides dans sa besace. Une aide de la France à l'endroit de 2 ONG de la région de Gao, un financement de 400 millions de francs CFA, partagé équitablement entre Gari et Tassag. Ce montant est destiné à l'appui aux populations démunies de la zone pastorale et à la protection des ressources naturelles de Gao et Menaka, correspondant de Idrissa Koné. Ce montant, qui s'élève à plus de 400 millions de francs CFA, servira à appuyer les populations démunies de la zone pastorale de Gao et à la protection des ressources naturelles au profit des éleveurs de Menaka. Après avoir apposé sa signature sur le document de la Convention, le ministre français délégué chargé du développement a réitéré l'engagement de la France aux côtés du Mali. Aujourd'hui, j'ai signé des conventions avec des organisations non gouvernementales dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, pour faire en sorte que vous réussissiez, que le Mali réussisse la saison agricole, et puis dans d'autres domaines réussisse la rentrée scolaire. Et nous sommes pleinement mobilisés à vos côtés pour réussir ces défis. Ces 2 ONG qui n'ont jamais fermé, même pendant la rébellion, vont à travers des initiatives soulager la souffrance du monde rural. C'est un projet qui a été monté pour appuyer 1180 familles dans le cercle de Menaka, réparties entre les 5 communes. Nous avons pensé dans ce projet aux femmes et aux jeunes. Ainsi, 250 femmes seront appuyées pour faire de l'embauche ovine. Il s'agit d'appuyer le mode organisationnel des éleveurs pasteurs au niveau des 6 communes de la région de Gao, notamment 4 communes de Gao et 2 communes d'Ansongo. Deuxième volet pour ce projet, c'est d'appuyer les petits éleveurs en aliments bétail au niveau des zones de grande transhumance. Les ONG bénéficiaires rassurent le bailleur de l'utilisation correcte des fonds mis à leur disposition. Le gouvernement est prêt à subventionner l'engrais et les semences de maïs hybride à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture l'a annoncé aujourd'hui, c'était à la cérémonie de lancement de la campagne agricole 2013-2014. Le plan de campagne prévoit une production céréalière de plus de 7 590 000 tonnes, soit une augmentation de 14% par rapport à la campagne 2012-2013. Quant à la production de coton-graines attendue, elle sera portée à 525 000 tonnes, ce qui équivaut à une hausse de 15%. Moustraoui. Le plan de campagne agricole 2013-2014 est bâti autour de cette spéculation. Pour leur exploitation, des programmes d'intensification concernent le riz, le mil sorgho et le coton. Des activités d'accompagnement en aménagement hydro-agricole et en promotion des semences sont également à l'ordre du jour. La cérémonie de lancement de la campagne agricole est une opportunité pour partager les résultats attendus. La production céréalière attendue au titre de cette campagne est de 7 590 690 tonnes. Au cours de la campagne précédente, nous avons obtenu une production céréalière totale de 6
674 427 tonnes. La production de coton grêle, celle qui est attendue est de 522 000 tonnes. Alors qu'au cours de la campagne qui vient de s'écouler, nous avons récolté 449 661 tonnes. Le premier responsable de l'agriculture met en garde contre toute spéculation, fraude ou détournement dans le secteur. Le gouvernement entend poursuivre la politique de subvention des intrants agricoles. Les engrais et les semences de maïs hybrides à hauteur de 35 milliards, soit 300 tonnes de semences de maïs et 341 319 tonnes d'engrais minéraux et organiques. Pour la présente campagne, l'excédent céréalier commercialisable attendu est de plus de 2 350 000 tonnes. Enfin, les objectifs de traitement des cultures portent sur un espace entre 50 000 et 100 000 hectares. C'est-à-dire que le dispositif de lutte contre le criquet pèlerin sera modulé en fonction de la situation sécuritaire dans la zone grégarigène de Kidal. Voilà, que de bonnes nouvelles et c'est tant mieux pour le secteur agricole du Mali. Réussir une bonne campagne agricole, ça passe aussi par une bonne politique environnementale et les autorités du pays veillent sur cet équilibre dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a lancé hier le pacte environnemental. L'initiative en question est axée sur une dizaine de principes qui interpellent les décideurs politiques à intégrer la problématique environnementale dans les projets de société. Youssouf Diakité était présent pour Mali Actualité. Le pacte environnemental qui vient d'être lancé fonde ses actions sur une dizaine de principes. Là, il faut citer la conception du développement économique sur la base d'innovation et de durabilité en donnant une place importante à la création d'emplois. Les pactes en question interpellent les décideurs politiques. Le pacte environnemental permet, c'est-à-dire d'abord de parler des questions d'économie locale, des questions de développement inclusif, des questions, des principes par rapport au principe de pollueur-payeur. Et le transfert des technologies dans le concept du développement durable reste au cœur des préoccupations. Nous souhaiterons que dans tous les programmes que ces différents candidats vont nous présenter, nous voyons une place prépondérante, une place capitale concernant l'environnement, donc concernant la terre. Presque tous les intervenants posaient des questions liées au suivi du pacte environnemental. Celui qui aura la chance de prendre le pouvoir au Mali et qui aura en amont à poser sa signature au bas du pacte environnemental que nous sommes en train de leur proposer aura donc l'obligation de s'engager. C'est tellement vrai que c'est ce pacte qu'il faut aujourd'hui dans notre pays. Le pacte environnemental est un pacte économique, c'est un pacte social, c'est un pacte industriel, c'est un pacte démocratique tout court. Et on peut dire tout ce qu'on veut de ce pacte. Parce qu'en réalité, celui qui respecte le pacte environnemental respecte tous les autres pactes. Le lancement du pacte environnemental a été marqué par des prestations d'artistes. Artistes qui ont interprété des chansons relatives à la préservation de notre cadre de vie et à la responsabilité collective face au danger environnemental. La toute première direction régionale de la police nationale construite à l'intérieur du pays se trouve désormais à Sikasso et c'est dans le quartier Sanoumbougou 1. Le bâtiment a été inauguré hier par le ministre de l'Intérieur et de la Protection civile. Coût de réalisation plus de 224 millions de francs CFA entièrement financé sur le budget national. Un cadre de travail approprié et convivial pour les agents de police de la région. Nos envoyés spéciaux Sidi Modibo Dambélé et Mamari Kone. Avec l'inauguration de cette infrastructure, un palier supplémentaire vient d'être franchi dans la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région de Sikasso. L'histoire retiendra que la première direction régionale de la police nationale a été construite à Sikasso. La troisième région sera le point de départ du programme de dotation des autres régions de l'intérieur. Je suis particulièrement heureux. C'est vraiment une infrastructure digne de ce nom qui va quand même donner quand même un cadre de travail agréable aux policiers. Je ne vais pas surtout oublier, n'est-ce pas, mes dépensiers. C'est-à-dire les ministres qui m'ont dépensé. Alors c'est quand même, n'est-ce pas, qui ont conçu et procédé, n'est-ce pas, quand même, à la réalisation de cette œuvre.
Je crois que sur le budget peut-être 2000, alors nous allons continuer ces programmes-là. La nouvelle direction régionale de la police nationale de Sikasso, qui comprend des bureaux, un poste de police, des dépendances et un local pour groupe électrogène, a coûté au gouvernement un peu plus de 224 millions de francs CFA. J'invite le directeur régional de la police nationale et son équipe à bien entretenir ce bâtiment. Je vous exhorte au travail bien fait et vite fait, parce que le bâtiment s'y prête. Et j'exige de vos collaborateurs désormais un rapport quotidien. Je dis bien un rapport quotidien, me rendant compte que l'insécurité a diminué à Sikasso parce que vous avez mis hors d'état de nuire telle bande de malfrats ou tel délinquant transfrontalier. La région de Sikasso compte 5 commissariats de sécurité publique, dont 2 à Sikasso, 1 à Koutiala, 1 à Bougouni et 1 à Kadjoulou. À ceci s'ajoutent 5 postes de police frontaliers implantés à Zegwa, Kouri, Manankoro, Sona et Missini. Sur la route du retour, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a visité les centres de secours routiers de la Protection civile à Bougouni et Wilesebougou. Ces centres, qui seront officiellement inaugurés dans les mois à venir, ont été financés par la Banque mondiale. L'épouse du président de la République par intérim vient de boucler son séjour à New York aux États-Unis. Un séjour riche en événements et qui aura été marqué par 2 principaux temps forts, à savoir la remise du trophée Women's Progress Award 2013 à Madame Traoré Mintou Doucouré, ainsi que l'audience qui lui a été accordée par l'épouse du secrétaire général des Nations Unies, l'occasion pour la première dame du Mali de plaider pour un appui accru aux populations déplacées et réfugiées, sans oublier l'équation de l'éducation des enfants et de la scolarisation des filles. De New York, nous retrouvons Salif Sanogo qui nous fait le point de cette visite. Après s'être battu durant des années pour la cause des enfants et de leurs mamans, ce jeudi soir aura été l'heure de la récompense du mérite pour Mme Traoré Mintou Doucouré. C'est en reconnaissance de ses nombreuses initiatives à travers son ONG ADAP Mali que l'organisation Voices of African Mothers de New York lui a décerné dans la salle des banquets des Nations Unies le trophée Women's Progress Award 2013. Un prix de l'avis de la présidente de Voices of African Mothers qui vient récompenser le leadership et l'engagement de Mme Traoré dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, cela conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. C'est un nouveau défi. Je n'ai pas tout accompli parce que l'objectif, c'est toujours améliorer. On ne peut pas s'arrêter à un stade et dire que je suis satisfaite. Non, il faut toujours faire mieux. Avoir mieux, même quand quelqu'un qui a 10 millions aujourd'hui, vous souhaitez avoir 20, donc il ne faut pas s'arrêter parce qu'on a 10 millions, on continue, et c'est ça mes objectifs. Ce cadeau, ce prix-là, je crois que c'est un défi. Avant de recevoir ce trophée, à l'instar des premières dames de la Guinée équatoriale, du Burundi et de la Tanzanie, l'épouse du président de la République par intérim a co-présidé avec Mme Ban Ki-moon l'ouverture du bazar annuel des épouses de diplomates accrédités aux Nations Unies. Une cérémonie qui liait l'utile à l'agréable, puisqu'une partie des fonds collectés à travers les ventes servira à venir en aide aux enfants en difficulté à travers l'UNICEF. De la situation des enfants et des femmes, il en a été question lors de l'audience privée que l'épouse du secrétaire général de l'ONU a accordée à Mme Traoré Mintou Doucouré en sa résidence. Les 2 personnalités ont ainsi évoqué l'urgence de l'appui pour le retour et l'installation des populations déplacées et réfugiées. Elles ont enfin abordé l'épineuse question de l'éducation des enfants et surtout la scolarisation des filles. Voilà, merci Salif Sanogo. Demain, 16 juin, nous célébrons la journée de l'enfant africain. Un rendez-vous consacré en juillet 1990 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine. Cette journée fait suite au massacre des enfants des Soweto en 1976 en Afrique du Sud par le régime de l'apartheid d'alors. Dans le cadre de la célébration de cette journée de l'enfant africain, cette année, le Mali a choisi comme thème crise sécuritaire et violence faites aux enfants. Nous suivons le message du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Alouata Ishata Saï, à l'occasion de cette journée, des propos qui sont recueillis par Nuhu Sissoko. À l'instar des autres pays d'Afrique,
le Mali célèbre demain 16 juin 2013 la journée de l'enfant africain. Cette journée célébrée au Mali depuis 1991 offre l'occasion aux différents acteurs en charge de la promotion des droits de l'enfant d'examiner les progrès accomplis dans l'accès aux droits fondamentaux de l'enfant, la survie, la protection, le développement et la participation, chers compatriotes. Pour commémorer la journée de cette année, l'Union africaine a adopté le thème « Éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants, une responsabilité collective ». Chers compatriotes, notre pays a décidé de célébrer la journée sous le thème national de crise sécuritaire et violence faites aux enfants. Ce choix a pour objet de faire une analyse objective des conséquences de cette crise sur les enfants. Il s'agit notamment d'enfants associés aux groupes armés, des filles victimes du mariage précoce et ou forcé, des filles violées ou flagellées, des enfants victimes des restes d'explosifs de guerre, des enfants traumatisés par l'assassinat de leurs parents en leur présence. Et face aux multiples violences faites aux femmes dans le nord de notre pays, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, se manifeste. Elle a tenu aujourd'hui une conférence de presse. C'était non seulement pour soutenir les autorités maliennes dans les négociations qui se passent actuellement au Burkina Faso, mais également pour dire non à cette situation dont sont victimes donc les femmes dans le nord du pays. Kayatou Kone a suivi pour moi l'actualité. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, était face à la presse pour défendre une fois de plus les causes des femmes et pour que justice soit faite. Cette conférence de presse visait à soutenir nos autorités dans les négociations qui sont en cours à Ouagadougou. C'était aussi pour faire savoir à la communauté nationale et internationale que les femmes du Mali sont engagées et soutiennent les autorités, mais dans un cadre bien défini, qui n'est pas d'impunité et qu'on voudrait finir maintenant avec les différentes rébellions du Nord, parce que ça nous met en retard. Les conférencières et les confrères journalistes ont débattu des questions, à savoir le rôle de l'APDF pour la prise en charge des victimes du Nord, son point de vue sur les négociations de Ouagadougou, entre autres. Et au cours de la conférence, certaines décisions ont été prises par l'APDF et les associations de femmes présentes. Nous avons aussi décidé, les femmes, au cours de cette conférence de presse, de prendre les camions, de prendre les bus pour aller à Kidal. On ne peut pas empêcher aux femmes d'aller à Kidal. Et nous allons partir à Kidal. Parmi les crimes commis au Nord sur les femmes, nous pouvons citer les viols collectifs, les mariages précoces et forcés, et pour conséquence, les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles et des naissances après viol. La Direction générale des douanes qui vient de former 53 agents pour la surveillance des fleuves dans la lutte contre les fraudes. Ces agents diplômés à la nage, le secourisme et le pilotage des engins nautiques appartiennent à la brigade fluviale. Cette brigade, on le rappelle, a été créée en 2009 et c'était pour la protection de l'espace économique contre les produits contrefaits. Mariam Sagara, reportage. Pour la surveillance des eaux dans le cadre de la lutte contre la fraude, notamment sur le versant guinéen, la Direction générale des douanes a formé des agents aguerris à la nage. Ainsi, 53 agents reçoivent ici leur diplôme d'une formation nautique. Cette formation d'envergure nationale a été initiée pour rendre les agents plus performants et plus opérationnels en matière de lutte contre la contrebande et la criminalité transnationale en milieu fluvial. Au regard des impacts positifs de ce genre de formation sur la performance, il nous a paru nécessaire de l'étendre à un plus grand nombre d'agents. Elle est conçue pour être une formation complète en nautisme, embrassant ainsi à la fois la natation, le secourisme, la navigation, le pilotage des engins nautiques, la connaissance du milieu fluvial ainsi que les techniques de lutte contre la fraude en milieu fluvial. En plus des diplômes, des concours ont été organisés au cours de l'année pour récompenser les meilleurs nageurs, secouristes et pilotes dans le lot. Ces agents
qui évolue et mène des opérations sur le fleuve, joue un rôle capital dans la réalisation des recettes douanières. Il est de notoriété publique que l'économie de notre pays est de plus en plus gangrénée par une importation massive de marchandises diverses en contrebande, de produits de contrefaçon et d'autres trafics encore plus dangereux. Une grande partie de cette contrebande sur les cigarettes, la drogue et les armes s'opère sur le fleuve. Je ne pourrais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements au chef de la BMI de Bamako, car sans toi, les brigades fluviales ne seraient pas une réalité. La brigade fluviale qui a vu le jour en 2009 a été conçue et initiée par l'inspecteur des douanes Mohamed Koulibaly qui en est le chef. Cette brigade s'élargit dans les régions. Ces différents directeurs reçoivent les clés des finances des mains du directeur général pour bien mener la mission de lutte contre la fraude sur le fleuve. Auparavant, une minute de silence a été observée à la mémoire des 2 disparus du contingent. Et puis, la reprise de la coopération décentralisée entre la région Nord-Pas-de-Calais en France et la région de Caille. Les 2 partenaires ont signé hier vendredi un accord de coopération qui s'étend sur 3 ans et qui porte sur le développement économique, l'appui à la décentralisation, la formation professionnelle, entre autres. Le document a été signé par la présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, chargée des partenariats internationaux, et le président du conseil régional de Caille, correspondance Jafar Aïdara. Cette signature d'accord cadre de coopération entre la région Nord-Pas-de-Calais et le conseil régional de Caille porte sur les principaux axes qui sont entre autres l'appui à la décentralisation, au développement économique régional et local, le développement de l'agriculture familiale, la transformation des produits agricoles et le développement des gares routières et ferroviaires font également partie de cet accord signé entre les parties françaises et maliennes pour 3 ans. C'est très important pour nous d'être auprès de nos amis, y compris dans la difficulté. C'est pour ça que nous avons choisi, même pendant la période de crise, de poursuivre nos projets de coopération avec la région de Caille et que nous choisissons aujourd'hui qu'il y a une opportunité pour le Mali et pour la région de Caille de mener des projets de développement pour les populations locales. Cette signature a été l'occasion pour les parties françaises et maliennes de faire le point de leur coopération vieille de 20 ans entre la région Nord-Pas-de-Calais et la région de Caille. Nous avons besoin de l'appui de nos amis, singulièrement de nos amis de la région Nord-Pas-de-Calais qui depuis 20 ans nous accompagnent et aujourd'hui ont affiché leur ferme volonté de nous accompagner davantage parce que nous venons de traverser une période de crise, ce qui les amène à être beaucoup plus attentifs à tous les projets que nous avons soumis à leur attention. Voilà, la coopération décentralisée reprend son chemin au bonheur des populations de la première région. Grande offensive contre le tétanos maternel et néonatal, la campagne nationale destinée à éradiquer le mal a été lancée dans la commune rurale de Sido, cercle de Bougouni, en 3e région. C'était ce matin et c'est le secrétaire général du département de la santé qui a administré la première dose de vaccin en présence des partenaires de l'OMS, de l'UNICEF et des autorités régionales et locales. Correspondance Sekou Konaté. En lançant la présente campagne dans la commune rurale de Sido, dans une ferveur populaire, les plus hautes autorités de notre pays veulent renforcer les capacités d'immunisation des femmes en âge de procréer, qui payent le plus lourd tribut à cette maladie meurtrière qu'est le tétanos. On estime qu'en 2008, le tétanos néonatal a provoqué 59 000 décès, qui sont presque tous survenus dans les 36 pays où le tétanos maternel et néonatal n'a pas encore éliminé. Ainsi, dans 22 districts sanitaires à travers le pays, cette offensive sera lancée. Une démarche importante dans la préparation de la validation de l'élimination du tétanos qui est planifiée pour le Mali au cours de cette année 2013 et l'UNICEF de s'engager. Je m'engage pour l'UNICEF, avec le gouvernement, à poursuivre les campagnes contre le tétanos dans les régions du Nord, aussitôt que les conditions sécuritaires le permettront. Ma présence ici vous témoigne de l'importance que l'UNICEF accorde à la vaccination contre le tétanos néonatal. Et les autorités nationales, en administrant la première dose, de lancer ce message. Le premier message, c'est le message vraiment d'une forte mobilisation pour que cette campagne soit une réussite.
Nous vaccinons pratiquement tous les jours au niveau de notre centre de santé. Il s'agit maintenant pour la population de fréquenter régulièrement, de fréquenter convenablement ces centres pour que alors nous puissions éliminer véritablement cette tétanos néonatal. A signaler que la campagne dure une semaine. L'actualité régionale encore avec le lancement à Diabali ce matin du projet clinique juridique mobile pour une meilleure prise en charge des femmes victimes des violences dans les localités libérées de l'emprise des terroristes. La cérémonie a regroupé outre les responsables politico-administratifs locaux, les femmes de Gao, Tombouctou, Luanza, aux côtés de celles de Diabali, correspondance à Maïguéré, Orobaradolo. Le présent projet se veut une clinique juridique mobile de prise en charge des femmes victimes de violences dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, précisément les localités libérées des mains des terroristes. Le Mali n'avait jamais connu une telle situation. Face à ce drame vécu par les femmes et les enfants pendant plus d'1 an d'occupation, le WILDAF Mali, avec l'appui financier de ONU Femmes, se propose de mettre en œuvre un projet de proximité pour identifier les femmes et les filles qui n'ont pas pu fuir et qui ont subi le martyre dans leur âme et dans leur chair. Le maire de la commune a décrit la période de hantise et de préjudice causés avant de saluer ce projet. Le projet formera des acteurs relais pour l'écoute des victimes et leur assistance psychologique, juridique et judiciaire. Nous prenons la paix, nous prenons la réconciliation. Nous prenons le dialogue social, nous prenons le pardon. La directrice régionale de la promotion de la famille, de la femme et de l'enfant a exprimé la disponibilité de son département à accompagner ce projet. La remise d'une enveloppe symbolique aux victimes du quartier Berlin-Misra de Diabali a mis fin à la cérémonie. C'est une évidence, le parc automobile malien prend chaque jour des dimensions plus grandes et des mesures d'accompagnement s'imposent, dont l'amélioration du taux d'assurance des véhicules. Justement, la direction des assurances LAFIA y réfléchit. Elle vient d'organiser une conférence débat sur le sujet à l'intention des responsables de son réseau. Adama Kodjo a suivi pour Oma Actualité. Une conférence qui a pour thème l'assurance automobile, quelle stratégie adopter face à la concurrence? La pertinence de ce thème n'est plus à démontrer quand on considère que selon les statistiques les plus récentes, encore aujourd'hui, plus de 50% des véhicules terrestres à moteur ne sont pas assurés. C'est-à-dire tout le challenge, tous les défis que les compagnies d'assurance doivent relever, surtout si l'on sait que ce segment représente une partie majeure de notre portefeuille. Les participants à la conférence sont donc appelés à réfléchir sur les voies et moyens en vue d'inverser cette tendance. Maintenant, le sport, foot, 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Les Aigles du Mali reçoivent demain dimanche les écuries du Bénin avec une obligation de victoire afin de préserver les chances de qualification. L'équipe s'est préparée dans la sérénité à Kabbalah. Khalifa Namatraoré est allé les voir. Le nul, un but partout, dimanche dernier contre les Amavubi du Rwanda, conjugué à la victoire algérienne au Bénin, a considérablement réduit les chances des Aigles du Mali d'accéder au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Pourtant, ils ont bien des raisons de croire encore à cette qualification. Cela passe d'abord par une victoire face aux écuries du Bénin pour ensuite jouer la finale de la poule à Blida en septembre prochain contre l'Algérie. Serou Keita et ses partenaires se doivent de hausser leur niveau de jeu avec au bout l'efficacité. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent plus se permettre une autre contre-performance. Quand on fait un faux pas à domicile contre le Rwanda, vous imaginez que c'est très très difficile dans nos têtes. Mais maintenant, depuis 2-3 jours, ça va beaucoup mieux. On s'entraîne normalement. On sait que notre public attend beaucoup de nous, notre pays attend beaucoup de nous. Et qu'il faut absolument gagner ces matchs parce que nous aussi on a envie, nous aussi on rêve d'aller à la Coupe du Monde. Mais ça ne suffit pas de les dire dans le micro, il faut le montrer sur les terrains. On a fait un faux pas contre le Rwanda, il faut absolument se rattacher contre le Bénin à domicile. Okay. Voilà, on s'est bien préparé. Maintenant, le seul mot d'ordre, c'est la victoire, parce que si on veut se donner une chance d'aller au Brésil, il faut absolument prendre les 3 points. Donc, ça passe par beaucoup de sérieux et surtout
par une efficacité chez nous au stade du 26 mars. Bon, le match c'est très important dimanche contre au Bénin, parce qu'il ne faut pas négliger, c'est très important. Et après il faut bien préparer les matchs, et il faut rester concentré comme on a fait toute la semaine. Il faut rester ensemble et il ne faut rien lâcher. Parce que le public, et on sait qu'ils sont partis dimanche passé dessus. On voulait nous racheter dimanche prochain. Auteur d'un succès historique il y a un an sur le Mali, les Béninois n'ont plus grand-chose à espérer dans ces mini-championnats, dont seul le vainqueur rejoindra ceux des 9 autres poules pour le 3e et dernier tour des qualifications à la Coupe du Monde Brésil 2014. Bonne chance aux Aigles et nous restons sur la pelouse avec le championnat national de Ligue 1 en ouverture de la 26e journée. La Jeanne d'Arc a battu hier Attar Club de Kidal par le score de 1-0. Cette défaite des Kidalois condamne désormais définitivement le club de l'Andra des Iforas à jouer la saison prochaine en 2e division. Le résumé de ce match Jeanne d'Arc Attar Club de Kidal, c'est avec Seragotou Sissé. Attar Club de Kidal, le bon dernier de Ligue 1 avec 10 points, n'a plus de chance de jouer dans l'élite la saison prochaine à 4 journées du terme de la campagne 2012-2013. A l'inverse, la Jeanne d'Arc en blanc, 13e au coup d'envoi, se bat corps et âme pour éviter la relégation. Et ça commence par ce match de la 26e journée contre les Kidalois d'Attar Club. On se rappelle qu'à l'aller, Attar Club avait enregistré sa première victoire historique en championnat national face à la Jeanne d'Arc 1-0 lors de la 11e journée. Sans être ridicule dans ce match, Attar a pourtant posé de problèmes à la GIA. Les Kidalois encaissent malgré tout les 56e but de la compétition juste avant la mi-temps. Boubacar Sempara pique au mauvais moment sur une offrande de son compère Boubacar S. Diallo. 1-0. Ce score ne change pas en seconde mi-temps. La GIA 12e provisoire 27 points s'éloigne de la zone de turbulence. Attar Club de Kidal, lui, est officiellement relégué en 2e division, un an après son accession dans la cour des grands. Cette édition s'achève. Nous vous remercions de l'avoir suivi, mais l'info continue sur notre site www.ortm.ml. Demain 13h à Sata Ibrahim Aïga, ce sera juste après Actu Hebdo avec Youssouf Touré. Excellent week-end.